déploie dans un contexte évidemment, très différent. Alors la 1re conférence ici, elle est destinée à préciser, le concept de justice climatique et c'est déjà en soi, un énorme sujet puisque, juridiquement, il n'est pas du tout stabilisé. Hem, donc, je vais essayer de passer mes diapos, voilà. Heu, à partir de la diapositive actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, avant de commencer vraiment pour comprendre ce concept, qu'est-ce qu'on appelle, le changement climatique, les changements climatiques? Et il y a plusieurs terminologies qui sont utilisées, selon en fait l'interlocuteur qui l'utilise. Alors il n'y a pas de, il y a bien sûr des définitions juridiques des changements climatiques dans la convention cadre des Nations unies de 1992, mais on se réfère aussi, à la notion de changement climatique au pluriel qu'on trouve, utilisée par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Donc si on reprend juste pour, préciser les choses, le changement climatique, au sens du GIEC, c'est un changement dans l'état du climat qui peut être identifié à travers des changements de moyenne, des changements de variabilité ou de propriété, du climat. Effectivement, le changement climatique peut être dû, dans le langage scientifique, à des variabilités naturelles, ou peut être causé par l'homme. Donc, peut avoir une causalité, humaine. Évidemment, nous, en tant que juristes, on se réfère à la définition, qui est donnée, dans les textes juridiques et c'est souvent ce qu'il faut rappeler aux scientifiques, d'autres disciplines, c'est que le droit s'applique à tout le monde et que donc cette définition est la base, de tous les autres textes qu'on peut avoir à adopter en lien avec nos politiques, soit d'atténuation, soit d'adaptation au changement climatique. Et donc, selon la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été négociée au moment de la conférence de Rio de 1992, on entend par changement climatique, mais cette fois au pluriel, des changements de climat qui sont attribués, directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale, changements qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat, au cours de périodes qui sont, comparables. Donc, on est bien dans la convention cadre de 1992, sur la reconnaissance de changements climatiques dus à l'activité humaine. Alors ça, c'est un point extrêmement important parce que ça va conditionner effectivement, ce qu'on va appeler la justice climatique. Donc on entend par changement climatique des changements de climat qui sont attribués par l'homme. Alors le consensus, sur, le la responsabilité humaine, s'était fait à ce moment de la conférence de Rio. C'était déjà un grand pas en avant. Bon, avant, on avait, la convention sur la couche d'ozone et avant, on avait la convention sur la pollution transfrontière à longue distance. Mais évidemment, là, on est vraiment sur la reconnaissance d'un impact sur le système climatique. Alors cet impact se mesure, effectivement sur les différents continents, c'est ce que font les climatologues et on voit que, il y a une accélération, heu, des changements climatiques, sur tous les continents. Alors il faut savoir que, le continent européen est le plus impacté, c'est au sens où pas au sens, où il est moins évidemment capable de réagir, mais au sens où, le rythme
l'accélération, oui, le rythme d'accélération de la température en Europe, est le plus important par rapport à tous les autres continents. Alors, il y a plein de raisons à ça, et notamment pour le territoire métropolitain français, c'est parce qu'on a un gros problème écologique d'artificialisation des sols. Alors évidemment, dans les différents États, africains, ça ne se présente pas de la même façon. On est, bien sûr dans une accélération de la température comme sur tous les autres continents. On a une augmentation, de plus en plus importante, surtout à partir des années 80, comme vous voyez sur ce tableau, établi par la Banque mondiale. Donc le continent africain, même s'il se réchauffe moins vite que d'autres, se réchauffe beaucoup et surtout, et ça va nous amener à réfléchir, les populations africaines sont beaucoup moins en situation de faire face à cette augmentation et sont frontalement, directement impactées, dans leurs conditions de vie. Alors c'est le cas évidemment dans d'autres pays comme, les pays européens ou les pays du Nord globalement, sauf que les moyens d'adaptation, eux, sont déployés, avec des moyens beaucoup plus importants. Donc le changement climatique dans le monde, effectivement, est préoccupant. Les 20 dernières années, enfin les années 2000 montrent qu'on a, heu et notamment, les 2 décennies les plus chaudes jamais enregistrées, donc ça, c'est un constat, scientifique. On est sur une trajectoire, on est déjà à plus 1,2 degrés. Bon, en France, nous, on est déjà à 1,7 d'augmentation par rapport à l'année de référence. L'année de référence, c'est 1990, fixée notamment dans le protocole de Kyoto qui est en lien avec, la, la convention 4 sur le climat. Et sinon, l'augmentation des températures se fait par rapport à l'ère pré-industrielle. L'ère pré-industrielle, c'est 1870. Donc on a des mesures de la température à partir de ce moment-là, qui montrent que, effectivement, on n'a jamais eu, des températures aussi élevées. Et le problème du système climatique, et ça, faut bien comprendre parce que c'est très important dans l'analyse de ce qu'est la justice climatique, c'est que nous produisons, la génération actuelle, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, nous produisons le climat de nos enfants. Parce que les gaz à effet de serre se stockent dans l'atmosphère, et au bout d'un moment, évidemment, ils ont une conséquence sur le système, climatique global. Alors, c'est très important parce que historiquement, l'industrialisation, évidemment, elle ne s'est pas faite en Afrique, hein, donc en termes de responsabilité, c'est pas du tout la même chose que l'Europe, que les pays donc européens ou que les pays, notamment, nord-américains. Donc c'est un constat, mondial avec des variables, hein, dans l'accélération, de la température et avec des conséquences aussi très variables. Et il faut bien, comprendre, et ça on en reparlera, je pense demain, mais qu'au niveau des territoires, donc à un niveau beaucoup plus local, il y a des changements climatiques. Les risques ne sont pas les mêmes, que si vous êtes en bord de mer, que si vous êtes, en montagne, que si vous êtes déjà très impacté par la désertification. Donc les conséquences des changements climatiques, elles sont extrêmement différenciées selon les territoires. Donc, si on doit faire un point sur où on en est des trajectoires de réchauffement, on va voir qu'on a un problème puisque le seuil de dangerosité décidé au moment de la conférence de Rio, en 92, c'est 2 degrés, qu'avec l'accord de Paris, de 2015, on va essayer de dire ce serait mieux d'avoir des objectifs à 1,5 degré. Quand on est déjà à 1,2, comprenez bien sur le plan mondial que c'est très difficile de se projeter, enfin, de manière réaliste, même s'il faudrait le faire,
sur une élévation limitée à 1,5. Et donc pour arriver à 1,5, il faudrait presque qu'on arrête toute activité de transport, d'énergie, donc ce serait, évidemment très brutal pour arriver à 1,5. Alors vous me direz: «Très brutal pour qui?» Ce ne sera pas la même chose pour un Américain d'arrêter de prendre sa voiture que, on va dire, pour les populations africaines qui n'ont pas du tout le même taux de couverture, on va dire, de transport. Mais en tout cas, un monde à 1,5, c'est un changement radical qui devrait s'opérer. Malheureusement, on verra demain, on parlera de l'accord de Paris, mais si on met en tabou les contributions nationales, donc les engagements des États, on est sur des trajectoires qui sont plus sur 3,5 quoi, degrés de réchauffement. Et tout ça est évidemment, a des conséquences très importantes. Donc on fait des scénarios, enfin le GIEC plus exactement fait des scénarios selon le type de réchauffement et donc évidemment plus on est engagé dans la réduction des gaz à effet de serre et plus on va pouvoir s'adapter parce que moins on est efficace sur la réduction et plus l'adaptation va être, difficile et compliquée. Donc il faut bien comprendre cette interaction entre ce qu'on réussit à faire sur l'atténuation où là, bah, les pays développés sont hyper responsables du désordre climatique, quand même le rappeler. Et ce qu'on peut faire sur l'adaptation, où là, bah, les moyens des pays sont quand même très différents. Euh, les populations africaines n'ont pas 36, enfin, peut-être beaucoup moins de marge de manœuvre, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, beaucoup moins de marge de manœuvre que d'autres populations, notamment dans les pays du Nord. Donc, avec ces augmentations, évidemment, toute une série de risques, dont on pourrait parler longuement, mais, c'est des risques d'abord, sur la santé, des populations. C'est un point qui me tient à cœur, donc sur lequel je reviendrai. Des risques liés à la stabilité, à la sécurité, puisque, plus il y a de pression sur les ressources et plus il y a des risques de conflit et de déstabilisation. Ce sont, des risques aussi en termes, de modification des secteurs d'activité qui peuvent être, des adaptations un peu brutales, voire trop brutales et qui dit, heu, difficulté à faire face à ces changements climatiques, dit des ruptures potentiellement dans certaines activités économiques et notamment sur la production agricole, mais pas que, ça peut impacter évidemment, le type, d'industrie et surtout le type d'énergie, dont on a besoin. Donc on dit souvent, et avec raison, enfin peut-être on ne le dit pas assez souvent d'ailleurs, que l'Afrique est en première ligne. Évidemment, du fait d'une grande difficulté à, s'adapter, c'est-à-dire à faire face à l'élévation de la température et à tous les risques climatiques que, il en découle. Donc j'avais pris, cette diapo aussi au niveau de l'Union européenne pour que vous voyiez que là, y compris l'Union européenne, il y a des différences, sur les impacts climatiques et là, c'est des risques en termes de feu, d'incendie donc et on voit, en particulier que la métropole française, est la plus exposée à ce type de risque, par rapport à l'élévation de la température. En France, voilà, ce type de diapo montre qu'on va avoir des vagues de chaleur avec beaucoup de conséquences. Donc attention, il faut bien considérer que les changements climatiques, s'exercent partout bien sûr, mais après s'analysent concrètement par échelle de territoire et donc au niveau local. Il y a des territoires qui sont exposés à des risques exacerbés, les secteurs d'activité sont affectés, la santé humaine, également. Donc qu'est-ce que la justice climatique? Comment penser la justice climatique? C'est ce qui va nous occuper, aujourd'hui. Penser, la justice climatique. Qu'est-ce que la justice climatique, concrètement? Alors on a différentes approches de la justice climatique selon, finalement,
les interlocuteurs et selon les personnes qui utilisent ce terme de justice climatique. Alors, avant de me lancer sur des définitions autant que possible juridiques, on a un problème, bon, certes, de juristes français, que peut-être les juristes africains ont aussi. Donc je préfère faire l'alerte tout de suite. C'est que, en France, justice climatique, est associée à contentieux climatique, voire à l'institution judiciaire. Alors c'est un problème que j'ai souvent avec les magistrats qui disent: «Mais enfin la justice, c'est nous». Ben oui, mais bon, là, le terme de justice climatique n'est pas du tout la définition du contentieux climatique. On peut avoir du contentieux climatique pour défendre le droit du climat et donc les intérêts des citoyens, bien sûr, mais la justice climatique au niveau international et dans toute la diversité des systèmes juridiques, c'est le cumul des inégalités environnementales et des inégalités sociales. Et en fait, ça vient d'une doctrine anglo-saxonne, surtout aux États-Unis, où on a constaté, particulièrement dans les années 1970, que les populations les plus démunies, les plus précaires, se retrouvaient dans des zones à haut risque, genre dans des zones extrêmement polluées, et que donc on avait de fait une inégalité, des inégalités sociales qui se cumulaient avec des inégalités environnementales au sens d'exposition très forte à différentes pollutions, soit à côté des usines extrêmement polluantes, soit sur des sites, donc des sols contaminés, etc. Donc attention avec le terme de justice climatique, dans les différents systèmes juridiques, c'est pas compris de la même manière. C'est pour ça que c'est important de bien cibler le contenu de ce concept. Euh, alors, la reconnaissance juridique, elle est très timide, elle est dans le préambule de l'accord de Paris de 2015, et on va revenir là-dessus. Avant l'accord de Paris de 2015, juridiquement, on n'a à peu près rien, à part des mouvements de société au niveau international qui vont de plus en plus s'organiser à partir des années 2000, des mouvements de société via des réseaux d'ONG qui vont s'organiser, Climate Justice, des réseaux de Climate Justice au niveau international, en marge des conférences des COP, hein, des COP climat, parce que les populations n'en peuvent plus de l'inaction climatique de leurs États, parce qu'ils n'en peuvent plus de constater que les conférences climat n'avancent pas, n'arrivent pas à prendre des décisions. Alors si on reviendra un peu sur le contenu des négociations demain, mais après le protocole de Kyoto qui avait une durée de vie, puisqu'il est terminé en 2012, eh bien, après, on n'avait pas d'accord qui avait été conclu. Donc, pour la communauté internationale, c'était vraiment l'échec des COP climat et ça a réveillé fortement des revendications de par le monde et particulièrement dans les pays en développement. En Amérique latine, les pays d'Amérique latine ont été très, 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 très euh, euh, revendicatifs à l'encontre des pays développés, considérant qu'ils payaient le prix d'une croissance économique dont ils ne bénéficiaient pas. Donc on a une société civile, des ONG environnementales, mais pas que, aussi les mouvements paysans. Et puis après, il y a eu aussi les syndicats de travailleurs qui ont été de plus en plus revendicatifs. Et tout ça, c'est au début des années 2000. Alors juridiquement, voilà ce qu'on a. C'est pas énorme. On a l'accord de Paris sur le climat, on a l'avis du Conseil économique, social, environnemental, mais c'est un avis français. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même intéressant de le connaître. L'avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2017, et on a des plans potentiellement d'adaptation au changement climatique qui peuvent y faire référence. Alors, je reviens sur le préambule de l'accord de Paris de 2015.
Comme vous êtes tous juristes, vous allez comprendre la difficulté, hein, ici. C'est pas vraiment une reconnaissance, en fait, juridique, du concept, parce que si vous lisez d'abord, c'est le préambule, donc comme vous le savez, le préambule d'un accord international, c'est, heu, c'est un peu la philosophie du texte, mais c'est pas tellement contraignant en soi. Et comme on ne retrouve pas le concept dans le reste du texte, c'est évidemment, compliqué. Alors, voilà comment c'est présenté, dans le préambule de l'accord de Paris de 2015 sur le climat. Notons qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures, comme la terre nourricière, et notant l'importance pour certaines de la notion de justice climatique dans l'action menée face au changement climatique. Bon, donc vous aurez, immédiatement compris que, reconnu par certaines cultures, ça veut dire pas reconnu par les États. La terre nourricière renvoie, principalement au groupe des pays latino-américains qui ont défendu, leur approche qu'on retrouve d'ailleurs, y compris, dans leur constitution, de la Pachamama, la terre-mère, et donc ils ont une approche traditionnellement et culturellement très, écocentrée et pas du tout dans le dualisme, nature-culture qu'on retrouve dans un certain nombre de systèmes, juridiques. Dont notamment, les, systèmes juridiques inspirés de ce qu'on appelle la civil law, hein, et dont évidemment la France, a été, un peu à l'initiative sur le plan international. Et donc, ces cultures, reposent quand même sur des systèmes juridiques, mais ici on ne s'y réfère pas. On dit que c'est certaines cultures qui reconnaissent, l'importance de la notion de justice climatique. Donc 1, c'est pas un engagement des États. 2, c'est pas dans un texte contraignant. 3, on n'a pas de définition juridique de la justice climatique. Bon, alors comme dit Jean Jouzel, qui était vice-président du GIEC au conseil scientifique, c'est quand même, déjà le pied dans la porte. C'est-à-dire que cette notion est dans un accord international, ce qui est déjà peut-être pas si mal. Alors, le comité économique et social européen de 2017 définit le changement climatique mondial comme une question, le concept de justice climatique, voilà, définit le changement climatique mondial comme une question d'ordre politique et éthique et pas strictement environnemental. Donc, c'est un positionnement assez fort euh, qui veut dire que le changement climatique, c'est tellement transversal, c'est une question de fond qui ça doit impacter toutes les politiques publiques. Bon, et voilà ce qui est également indiqué. Il est généralement envisagé dans un contexte mondial d'interdépendance spatiale et temporelle. Il s'appuie sur le constat que les catégories les plus vulnérables et les plus pauvres de la société sont souvent les plus affectées par les effets des changements climatiques, et ce, alors même que ces catégories sont les moins responsables des émissions ayant conduit à la crise climatique. Alors là, je cite le Comité économique et social européen, mais il y a des comités économiques et sociaux dans les États africains. Il faudrait recenser aussi leur approche, les avis sur le sujet. La France, quant à elle, avait fait ce fameux avis de 2016. Et l'idée de cet avis Conseil économique, social et environnemental français, qui est donc la troisième assemblée constitutionnelle française, l'idée, c'était vraiment de donner un projet pour la France en matière de justice climatique et d'arrêter d'être dans ce, on va dire, dans ce discours. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que la communauté internationale doit faire, voici ce que les autres États doivent faire, mais vraiment, nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre propre pays? Et donc, on a décliné ça dans cet avis en définissant la justice climatique comme un objectif, expression de l'intérêt général qui doit guider de manière transversale les politiques publiques. La justice climatique porte une nouvelle logique, c'est très important, une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation des politiques et permet de préserver efficacement et durablement
le droit à un environnement sain pour tous, y compris pour les plus démunis, les plus exposés et les plus vulnérables au changement climatique. Et on reviendra sur cette notion de vulnérabilité qui, en fait, va être très au cœur du concept de justice climatique. Et donc, si vous voulez, la justice climatique, elle implique d'allier justice sociale avec une bonne compréhension des modes de vie, justice procédurale qui est orientée vers l'implication, de tous ceux qui vont défendre, mais qui vont être aussi les bénéficiaires de la justice climatique. Il faut défendre les intérêts de ces personnes et justice redistributive. Et donc, c'est pas simplement une approche corrective, une approche sanction ou réparatrice. Là, on est plutôt sur les capacités au sens d'Amartya Sen, c'est-à-dire la possibilité, de réaliser un projet de vie et de faire en sorte que toutes les personnes, quelle que soit leur, situation, sociale, économique, puissent, réaliser, ce projet sans que l'impact sur les changements climatiques, heu, n'interfère. Alors les objectifs, de justice climatique vont donner ce que j'appelle moi, 3, façons d'aborder la justice climatique et forcément, d'une certaine manière, de la définir. Alors la justice climatique revendiquée, heu, c'est celle qui vient de la société civile, alors plus ou moins organisée, et qui a émergé, dans les années 2000 surtout en marge des COP climat. La justice climatique négociée, c'est celle qu'on connaît le mieux, hein, puisque c'est, la justice, climatique qu'on négocie entre les États, dans les instances officielles. Et puis le 3e, objectif de justice climatique et qui est un projet en soi, c'est la justice climatique comme projet de solidarité internationale et nationale. C'est comment on va réaliser à chaque niveau où on a des leviers, la justice climatique. Et donc ce projet, c'est ce qui nous occupera, aussi beaucoup demain. Donc dans tous les cas, on est dans le champ de, la lutte contre les inégalités, autant que possible, en prenant en considération, les différences de vulnérabilité. Alors ça, c'est un point important puisque, il y a les inégalités sociales, bon ça, d'accord, heu, mais il y a les inégalités au sens de la vulnérabilité au changement climatique et la vulnérabilité, dans les travaux scientifiques et là je ne parle pas du droit, hein, je parle vraiment des travaux et notamment du GIEC, c'est interprété comme 3 niveaux de vulnérabilité. 3 niveaux de vulnérabilité, il faut bien comprendre ça, c'est d'abord pour les personnes, hein, ici, la vulnérabilité, en termes d'exposition au risque. Donc si vous êtes exposé, au risque, bah, tout le monde n'est pas exposé au risque de la même façon. Les personnes, les plus pauvres vont souvent être dans des habitations, dans des zones à risque, et donc elles vont être beaucoup plus exposées. Les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, vont être beaucoup plus exposés à certains risques, notamment parce que le changement climatique modifie la température et crée des conditions de risque respiratoires et vasculaires. Et les personnes les plus, sensibles vont être les personnes âgées et les enfants. Donc 1er niveau de vulnérabilité, l'exposition au risque. Et on voit bien que tout le monde n'est pas exposé de la même façon. Bon, si je donne un parallèle dans les pays, du Nord, par exemple, ben, nous, un sans domicile fixe, quelqu'un qui n'a pas de logement, va être beaucoup plus exposé à la canicule qu'une personne qui a un logement climatisé. Bon. Donc la 1re niveau de vulnérabilité, c'est l'exposition au risque. Le 2e niveau de vulnérabilité qui crée des inégalités, c'est, la capacité à faire face au risque. Est-ce que je vais pouvoir fuir? Et pour ça, d'abord, est-ce que je vais pouvoir avoir l'information
qui va me permettre, ou en tout cas me donner la possibilité de tenter de me mettre à l'abri. Donc le système d'information, c'est très important pour faire face à un risque. C'est bien que toutes les populations et dans tous les États, c'est pas du tout les mêmes systèmes d'information. Donc de systèmes d'alerte, hein. Et pour ça, il faut avoir des instruments de prévision heu, sur, en termes de météorologie, en lien avec l'évolution du système climatique mondial. Donc oui, on appelle ça, nous, en Europe, les services climatiques. Enfin, je suis pas sûre que dans tous les pays africains, il y a des services climatiques. Donc ça, c'est le deuxième niveau de vulnérabilité. Est-ce qu'on est capable, est-ce que les personnes, et donc aussi les États, hein, sont capables de faire face aux risques? Ben, je sais pas, si on voit le Bangladesh, par exemple, avec les submersions, c'est des milliers et des milliers de victimes à chaque fois, on peut se dire qu'ils n'arrivent pas à faire face aux risques. Est-ce qu'on peut dire que dans, les pays, bon là je pense, à l'Afrique de l'Ouest, particulièrement, par rapport à la désertification, les populations sont en capacité, de faire face à ces risques, ou à des élévations de température, qui vont dépasser 45 à 50 degrés, est-ce qu'ils ont des habitations pour faire face à ça? Je ne pense pas. En tout cas, pas tous. Et puis, 3e niveau de vulnérabilité, c'est, une fois que le risque, enfin l'aléa climatique est réalisé, est-ce que ces personnes ou ces États vont avoir la capacité, de, revenir à l'état d'avant? C'est-à-dire, pour les personnes de retrouver un travail, de retrouver un logement. Ben non, tout le monde n'a pas du tout les mêmes capacités. Donc vous voyez, il y a 3 niveaux de vulnérabilité qui créent des inégalités. L'exposition au risque, la capacité à faire face au risque et la capacité à se remettre de l'aléa climatique. Donc ça crée des inégalités à chaque fois. Heu, donc en France, bon, voilà. Alors, en ce qui concerne la justice revendiquée, c'est un positionnement sur la justice qui insiste sur la responsabilité causale. Ce mouvement de revendication, ou ces mouvements, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais après ils se sont organisés quand même en marge des COP climat, c'était, de dire et de revendiquer donc une justice climatique au sens d'une responsabilité pour les États développés. Et en les désignant comme responsables, des conséquences du désordre climatique, donc de la perturbation du système climatique, qui touche de manière complètement disproportionnée des populations particulièrement pauvres qui, elles, n'y sont rien, enfin pas grand-chose dans le désordre climatique. Donc c'est vraiment ce double aspect, de justice, revendiqué, qui est d'un côté ceux qui sont le plus responsables du désordre climatique, heu eh bien, c'est eux qui ont le plus de capacité d'adaptation, c'est les pays du Nord, et ceux qui sont les plus impactés, ce sont les pauvres, les populations les plus pauvres, et elles ont le moins la capacité de s'adapter. Et donc c'est en fait, des revendications d'injustice totale, qui sont exprimées dans une justice revendiquée, mais du coup sur un axe très responsabilité, et très dirigé sur les pays développés. On parle à ce moment-là, et moi c'est une partie de mes travaux, de dette écologique vraiment revendiquée. De dette au sens, il faut qu'ils payent aussi pour les dégâts et les conséquences du dérèglement climatique. Alors, inutile de vous dire que, cette justice revendiquée, passe, très mal dans les accords internationaux, mais on reviendra là-dessus, demain. Et c'est vrai que ça cristallise des oppositions entre les pays, qui n'ont d'ailleurs pas permis de faire beaucoup avancer les négociations, dans les COP. Mais c'est un volet, de la justice climatique, c'est la justice revendiquée,
comme lutte contre les inégalités et recherche de responsabilité, y compris au sens juridique du terme et pas simplement au sens éthique. Et cette justice revendiquée va conduire à des demandes en matière de changement de la gouvernance climatique pour prendre en considération les victimes et donc notamment un certain nombre d'indemnisations. Le deuxième volet de la justice climatique, sont pas incompatibles, mais c'est vrai que c'est des positionnements pas identiques. C'est la justice climatique élaborée et négociée. C'est le fait que, dans les COP climat, les États portent des revendications plus ou moins entendues, construisent le régime climatique international, qui est quand même très décevant par rapport à la justice climatique revendiquée. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gap, un écart entre ce que la société civile réclame et ce qui aboutit dans les COP climat. Donc les COP climat, elles avancent, elles connaissent le principe de responsabilité commune mais différenciée, elles essayent de fixer un objectif global pour rester sur les 2 degrés, voilà. Mais ça, c'est de la justice négociée et on le sait tous, quand c'est négocié, c'est sur la base d'un une sorte de consensus et donc ça tire pas forcément vers des objectifs très ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre et en termes de soutien et notamment de financement à l'adaptation. Euh, alors, le troisième volet de la justice climatique, il n'est pas du tout indépendant des deux autres. Je dirais qu'au contraire, il s'appuie sur les deux autres, la justice revendiquée et la justice négociée, mais pour aller plus loin. Et le positionnement qui le différencie des deux autres, pour moi, c'est qu'il est dans la proposition d'action à chaque niveau de responsabilité au sens le plus juridique et institutionnel du terme. Dans la justice revendiquée, on est surtout dans finalement la demande de réparation. Dans la justice négociée, on est sur la recherche d'équilibre entre les États. Bon. Dans la justice climatique comme projet de solidarité, on est sur le fait que chaque acteur adopte des mesures à son niveau pour obtenir plus de justice climatique et on va les décliner sur plusieurs échelles. Effectivement, en fait, on va agir pour la justice climatique, c'est-à-dire protéger le climat pour atteindre une justice à, j'avais identifié 4 niveaux de justice qu'il faut articuler, qui se complètent, hein, tout simplement. Le premier niveau qui est le plus évident quand on a parlé de la vulnérabilité, c'est d'abord la justice entre les individus. Parce que quand on parle de justice climatique de manière générale, on n'arrive à rien concrètement, vous comprenez bien. Quand on dit qu'il faut faire de la justice entre les individus, là on a des armes, on a des politiques qui peuvent être ciblées. Et puis on a le droit à un environnement sain qui a été reconnu en plus par la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 2022 comme un droit humain à part entière. 2022, c'est très récent, mais bon, on avait nos constitutions qui reconnaissaient, je ne connais pas toutes les constitutions africaines, chacun pourrait vérifier, mais qui reconnaissaient le droit à un environnement sain. On a un droit africain qui historiquement a eu des avancées majeures en droit de l'environnement. On a la Cour africaine des droits de l'homme qui a des positions. Donc la justice entre les individus, on peut s'appuyer sur les droits de l'homme. Déjà, la justice entre les individus, je ne sais pas si je l'ai décliné, voilà. C'est le droit de chacun à un environnement sain, c'est la lutte contre les inégalités de genre, c'est la lutte entre les inégalités de communauté. Il faut tenir compte des réalités économiques, sociales des individus, de leur vulnérabilité.
pour obtenir cette justice entre les individus. Et le droit à un environnement sain, quel que soit votre niveau de précarité, vous avez ce droit et c'est ce droit pour tous qu'il faut défendre. Voilà. Donc la justice entre les individus, très vite, ça va renvoyer au fondement des droits de l'homme, au fondement des politiques sociales, mais on sait que dans tous les États, les politiques sociales ne sont pas les mêmes. Voilà. Et c'est aussi une question d'égalité femmes-hommes. Alors ça a été un grand sujet au moment où on a abordé ça en 2016, parce que les institutions françaises étaient incapables de me dire si, parce qu'il n'y avait pas d'études sur le sujet, en tout cas, personne n'était capable de nous répondre, si les femmes étaient plus impactées par les risques climatiques ou inversement. Il y avait eu des études en Allemagne et dans certains pays en développement, mais il n'y en avait pas à l'époque en France. La seule, alors on a réussi maintenant à avancer sur le sujet. Il apparaît que plus vous êtes en situation de précarité économique et sociale, et plus effectivement vous êtes impacté par les risques climatiques. Bon, alors, si vous êtes dans des bâtiments extrêmement vétustes, vous n'êtes pas isolé, vous n'avez pas les moyens d'isoler votre logement, par exemple. Et les femmes qui sont plus à temps partiel ou qui ont moins de ressources se retrouvent beaucoup plus vulnérables au risque climatique. En tout cas, les études commençaient à montrer ça. Donc attention, la justice entre les individus doit tenir compte de toutes les inégalités et s'appuyer sur les politiques de droits humains, mais aussi les politiques sociales et les politiques économiques, parce que c'est encore un sujet énorme. C'est-à-dire qu'il y a des transitions à faire sur les métiers. On ne peut pas concevoir les activités économiques de la même manière dans un climat réchauffé à +2, +3. Et dans les pays africains, je pense que la question se pose vraiment. Donc, la justice entre les individus, on a des politiques qu'on peut faire avancer en s'appuyant notamment sur le respect des droits humains. La justice entre États relève plutôt de cette justice négociée, mais enfin, ça veut dire qu'il faut négocier un régime international du climat qui prend en compte les inégalités des États. Et donc, on a traditionnellement un régime climatique qui soutient des politiques de réduction de gaz à effet de serre avec des objectifs de neutralité carbone sur 2030. C'est le cas pour l'Union européenne notamment. Donc, tenir ces engagements sur la neutralité carbone, c'est de la justice entre États aussi. Hein. Je parle là ici des pays développés. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose pour les pays en développement, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens d'avancer, même s'ils avancent, évidemment, dans leur politique climatique. Donc la justice entre les États, c'est que chacun prenne les responsabilités à la mesure aussi, non seulement de ce qu'il est en capacité de faire, mais de sa responsabilité. Les pays en développement ont beaucoup insisté sur la responsabilité historique des États et des pays du Nord, ce qui est tout à fait normal. Mais au point où on en est, évidemment, et avec l'accord de Paris, il faut que tous les États s'embarquent dans la réduction des gaz à effet de serre et aussi dans l'adaptation. Alors en Afrique, il faut un soutien financier à ce niveau-là parce que ça peut entraîner des modifications importantes, notamment dans différents secteurs économiques. Donc justice entre les individus, justice entre les États, bon ça c'est, j'allais dire, ce qu'il y a de plus facile pour les juristes, hein. Justice entre les espèces, c'est la question importante selon laquelle pourquoi une espèce, qui est l'espèce humaine, devrait finalement dominer, voire exterminer toutes les autres. Donc c'est une question qui, ce volet, si on peut dire, de la justice entre les espèces est plus ou moins bien compris, accepté selon les systèmes juridiques.
heu, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique latine, je dirais que ça pose pas tellement de problèmes. J'avoue qu'en dans les États africains, je pense que ça se discute. Il faudrait qu'on en discute ensemble d'ailleurs. Ce serait intéressant d'avoir votre position là-dessus. En Europe, c'est pas évident, la justice entre les espèces, c'est considéré qu'on dépasse l'approche anthropocentrée, c'est pas évident et au moment où, j'avais évoqué ce volet de la justice entre espèces, moi j'avais les grands syndicats agricoles devant moi, par exemple, ou le MEDEF, enfin bref. Il a fallu, montrer que, y compris dans la convention sur la diversité biologique, il y avait la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la diversité biologique, donc des écosystèmes, des espèces et ça comprend aussi un volet diversité génétique, mais enfin, donc la justice entre les espèces, on a des textes internationaux sur lesquels s'appuyer. De là à dire qu'on va avoir des mesures concrètes, sur la justice entre les espèces, je dirais que c'est très variable selon les systèmes juridiques. La justice entre générations, c'est le 4e volet de justice. C'est un point important, heu et c'est très concret parce que, les décisions que nous prenons maintenant vont avoir des impacts très importants pour la génération, suivante. De même que nous sommes en train de vivre dans le climat qui a été généré par la génération précédente, ben nous sommes en train de construire le climat, de nos enfants, heu et donc ça implique d'être extrêmement responsable en termes de réduction de gaz à effet de serre et pour ça, il y a plein de moyens d'agir, heu, notamment en changeant la manière dont on prend les décisions, c'est-à-dire en considérant non pas l'impact des projets au temps T, mais à T+1, pour tenir compte des impacts sur la génération, future. Et ce niveau de justice est d'autant plus important que les enfants sont particulièrement, vulnérables aux effets, des changements climatiques sur le plan de leur santé et qui sont évidemment les moins responsables. Donc là, il y a un levier très important sur la justice entre les générations. Donc je répète, justice entre les individus, justice entre les États, justice entre les espèces, justice entre les générations. Et il y a un autre volet de justice que j'ai eu à expérimenter, mais ça va varier, mais selon les systèmes juridiques, et je vous demande quand même d'y réfléchir, c'est la justice, entre les territoires à un niveau donc infranational. Et ça relève du droit des collectivités, locales. Heu Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un peu sur le terrain, je dirais, en développant ce concept de justice climatique avec les 4 niveaux. En fait, avec le processus de déconcentration et de décentralisation qu'on connaît en France et que sûrement dans vos États vous connaissez aussi, on observe que les territoires sont différemment impactés sur le plan du changement climatique et qu'il faut que la répartition des ressources financières et fiscales soit revue pour avoir une justice entre les territoires en tenant compte des impacts climatiques. Donc je répète, justice entre les individus, entre les États, voire au niveau infranational, entre les territoires, justice entre les générations, justice entre les espèces. Voilà. Donc voilà pour tous ces niveaux de ce qu'on peut considérer la justice climatique. Après, et bien, cette justice climatique va s'illustrer, dans différentes, thématiques, heu, sur lesquelles on pourra revenir, je pense demain. Heu et notamment, sur des évolutions en droit international et des évolutions, sur le plan, du droit interne et chaque État à ce niveau-là peut avoir son propre projet de justice climatique qui s'articule évidemment avec un projet de solidarité internationale, beaucoup plus important, puisque, bon, bah, le système climatique étant global,
c'est ça qu'il faut bien comprendre. On a un système climatique qui nous échappe, hein, quelque part. C'est ça qui est très écrasant en termes de responsabilité au niveau individuel. C'est qu'on est dans un système qui nous dépasse, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que chaque niveau de décision a des leviers pour aller vers un projet de justice climatique. Là où c'est très compliqué, c'est que si ceux qui ont plus en main ces leviers d'action ne les utilisent pas, ce sont les plus faibles, les plus vulnérables au changement climatique qui vont subir le plus frontalement les conséquences. Et c'est ça qui est effectivement compliqué. En Afrique, il y a des risques climatiques exacerbés, vous voyez, selon les territoires. Il faut tenir compte de ces risques et agir certes au niveau local autant que possible, tout en mettant la pression au niveau international pour qu'il y ait un engagement de solidarité écologique beaucoup plus fort que ce qu'il y a pour le moment en termes d'investissement, en termes aussi de droits de l'investissement, de protection des déplacés environnementaux et en tant qu'engagement des réductions de gaz à effet de serre, avec un projet d'adaptation soutenu par les États africains, bien sûr, mais aussi soutenu par la communauté internationale. Donc ça, voilà, c'est juste cette diapo pour vous montrer, pour rappeler ce qui est, à mon avis, trop peu connu ou mal connu, ce sont les impacts du changement climatique sur la santé. Il faut savoir qu'avec une élévation de la température de 0,5 degré, on sait qu'on est déjà au-delà, le développement des virus sont démultipliés, les risques vasculaires sont beaucoup plus importants, les risques respiratoires, et puis en plus des aléas directs, les événements extrêmes, les tempêtes, les sécheresses, les inondations, les canicules. Tous ces événements ont des effets directs, mais il y a aussi des effets indirects sur la santé. Les pollutions, notamment atmosphériques, sont exacerbées. Donc, il faut comprendre le changement climatique global comme un super accélérateur de tous les désordres écologiques qu'on a. Donc, la pollution va avoir plus d'effets. Il y a plein de pollutions différentes, atmosphériques, dans les sols ou dans l'eau. Ça va être exacerbé. La qualité de l'environnement va être considérablement dégradée. La biodiversité va être mise en danger. C'est notre rempart pour faire face aux effets des changements climatiques. Et là, l'accélération de la biodiversité dépend aussi de la stabilité climatique. Et donc, en fait, la justice climatique, elle pèse évidemment sur tous les aspects de notre société. Alors, j'ai beaucoup parlé, je vois qu'il est… voilà. Ce qui serait bien, c'est si vous avez des questions, on peut revenir sur certains aspects. Alors, la parole est à la classe. Alors, peut-être que je vais prendre la parole en premier. Je vais couper mon micro. Alors, je vais prendre la parole en premier. Alors, c'est par rapport à la justice entre les espèces. Alors, la justice entre les espèces m'a rappelé
le débat qui a eu lieu récemment entre Donald Trump et Kamala Harris. Alors, et Donald Trump, je crois, dans l'une des déclarations qu'il a faites, il s'étonnait de ce que les Haïtiens, qui sont d'origine africaine, mangeaient des chiens. Alors, ben, ça va m'intéresser dans le rapport que les Africains ont envers les espèces animales. Alors, donc, quand on va parler de justice entre les espèces humaines, les espèces animales en Afrique, alors on va voir, par exemple, que les Haïtiens mangent des chiens. Et dans certaines tribus, chez moi au Cameroun, ben, il y a des gens qui mangent les chats. Voilà. Et donc, c'est culturel. C'est vraiment très culturel. Bon. Alors, ben, autre élément, toujours dans ce rapport de justice entre les espèces, il y a la situation économique, surtout en milieu rural. Surtout en milieu rural, et là, je me souviens, par exemple, de mon enfance, j'allais en vacances vraiment au village et mes oncles nous amenaient faire la chasse. On tendait toutes sortes de pièges et on attrapait toutes sortes d'animaux, mais vraiment pour nourrir la famille. Donc, une activité de subsistance. De l'autre côté aussi, il y a la chasse qui est pratiquée comme activité économique parce que ben, le contexte de pauvreté qui va amener certaines personnes, certaines populations à chasser du gibier pour le vendre et avoir des ressources pour vivre et faire vivre leur famille. Alors donc, ça m'a amené à naturellement réfléchir sur le rapport, sur la justice qui pourrait exister en Afrique entre l'espèce humaine et l'espèce animale et donc la protection de la biodiversité. Voilà, je voulais juste faire ce petit commentaire pour montrer que en contexte vraiment africain, ça ne me paraît pas évident. Oui, alors ça m'étonne pas. Dans le contexte français, c'est pas du tout évident. En fait, le droit, enfin, la justice entre espèces dans une approche de justice climatique, c'est le constat que dans l'Anthropocène, c'est-à-dire le fait qu'on a un système Terre complètement dominé par l'activité humaine, cette domination rompt les équilibres écologiques et que toutes les autres espèces disparaissent. Et évidemment, les espèces, entre guillemets, se mangent les unes les autres, hein. Les lions mangent les impalas, etc. Donc, toutes les espèces. Et donc, les humains mangent de la viande de brousse ou de la viande domestique, quelle qu'elle soit, parce que les pays ont leur tradition culturelle. Et donc, cette justice climatique entre espèces ne remet pas absolument pas en cause ce que j'appelle après cette chaîne alimentaire avec des approches culturelles. En Chine, on mange plein d'espèces très, très différentes qu'on ne mangerait pas forcément en Europe. En Norvège, ils mangent de la baleine, mais pas ailleurs. Enfin, bon, bref. Donc tout ça, cette diversité culturelle sur, je dirais, sur l'alimentation, il n'y a pas de souci. Ça a toujours été et ça sera toujours là tant qu'il y aura des espèces. Sous cet angle de justice climatique, c'est le fait que la destruction globale du système climatique conduit à détruire les espèces. Que des espèces sont consommées, c'est normal. Et même toutes les espèces entre elles, voilà, c'est un équilibre naturel. Par contre, en mettant des déséquilibres écologiques à ce niveau-là, c'est-à-dire, je vais prendre des exemples pour être plus concrète. Les espèces marines ont besoin d'une certaine température pour se reproduire.
Et donc, des couloirs de migration de certaines espèces sont déterminés par la température de l'eau. Donc, on voit que les couloirs de migration sont modifiés. Les espèces ne sont plus, par exemple, en capacité de se reproduire, elles n'ont plus les conditions pour le faire. Donc, il y a des espèces qui vont disparaître. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où on parle de justice entre espèces, parce que le dérèglement climatique est dû à l'espèce humaine. On ne peut pas accuser les grands mammifères, les invertébrés de détruire le système climatique. Et toutes ces espèces sont menacées dans leur survie par, par cette activité de l'espèce humaine. Et donc, ça, c'est une question éthique. C'est une question éthique. Est-ce qu'une espèce a le droit d'exterminer les conditions de survie de toutes les autres? Parce que quand vous consommez, quand vous chassez, moi, en plus je suis dans une famille de chasseurs, donc je connais bien, vous exterminez pas les autres espèces, vous prélevez des spécimens, soit, alors bon, il y a différentes formes de chasse, là. Il y a des chasses sportives, comme on appelle ça, ou des chasses pour la subsistance, et c'est évidemment pas du tout le même type de chasse, ni les mêmes objectifs, on est bien d'accord, mais ça ne remet pas en cause la survie de l'espèce, enfin, sauf s'il y a des chasses vraiment intensives, oui, ça, bien sûr. Mais là, dans la justice climatique, on parle vraiment d'une destruction d'un équilibre écologique qui est le climat, qui va entraîner mécaniquement la disparition des autres espèces. Et donc, c'est une question éthique. Très bien. Alors, autre réaction dans la classe? Vous pouvez utiliser le chat si vous voulez aussi. Ben moi, j'avoue que j'avais une question, puisque je n'ai pas eu le temps d'étudier tous les systèmes juridiques. Et je ne sais pas en plus les nationalités des participants, de quel pays ils sont. Mais je voulais savoir où ils en étaient dans les plans d'adaptation au changement climatique et s'ils tenaient compte de la vulnérabilité sociale des populations ou si c'était un non-sujet qu'on n'abordait pas du tout dans leurs États. Ça m'aurait bien intéressé de savoir, parce que nous, on est en train de négocier en France le 3e plan national d'adaptation au changement climatique et on a réussi à mettre en place une référence à la justice climatique, mais ça n'a pas été évident. Donc, ça m'aurait intéressé de savoir où vous en étiez, vous, dans le plan d'adaptation au changement climatique, si tant est que tous les États en aient, parce que ça non plus, c'est pas facile à savoir. Vous aviez une prise en considération de la vulnérabilité de certaines populations plus que d'autres. Alors, dans la classe, on a des Burkinabés, Ah, Burkina, Camerounais, d'accord. Cameroun, Sénégal, oui. Sénégal. Bonjour, prof. Bonjour, docteur Gitanga. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très ravi de la communication combien brillante qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et je voudrais à votre suite réagir par rapport à la justice entre espèces humaines, justement. Vous avez cité l'exemple du chien. Je disais que pour ce qui concerne justement cet animal, et au Burkina, par exemple, il y a des ethnies qui la considèrent même la viande de chien comme étant thérapeutique. Et donc, ça Ah, je ne vous entends plus. par contre, si on prend le cas du singe, j'étais tout récemment dans une ville ivoirienne, Mans. Dans la ville de Mans, on a une forêt en plein milieu de la ville qui est dédiée aux singes. Parce que le singe est considéré comme, je dirais, un totem de la ville.
Alors, il a un petit souci de connexion. Bon, peut-être en attendant qu'il revienne, je vais intervenir. Bonjour, prof. Bonjour, docteur. Bonjour, Oui, docteur Ngimfa, vous avez la parole. Lui vient du Cameroun. merci beaucoup. C'est Théophile Ngimfa Woufo du Cameroun. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. L'intervention, en tout cas la leçon magistrale du professeur. Et j'avais quelques petites préoccupations sur la notion de justice climatique. Les États africains ont toujours eu ce réflexe, et je crois que la prof l'a rappelé, d'accuser les États occidentaux d'être responsables, les premiers responsables du réchauffement climatique, par exemple, et revendiquent à corps et à cri leur droit aussi d'exploiter leurs ressources naturelles pour se développer. Ça pose peut-être un problème d'équité dans le temps, c'est-à-dire pour des gens qui ont été les premiers à détruire l'environnement, c'est un peu mal vu en Afrique qu'ils soient aussi les premiers à demander que les Africains n'utilisent pas le même environnement pour se développer. Et je voudrais qu'on essaie de situer un peu cela dans la notion de justice climatique. Donc, quel est le bon équilibre, le bon milieu? Parce que je sais aussi par ailleurs que dans les accords internationaux aujourd'hui, il y a l'idée de compensation qui est négociée et qui consisterait donc à apporter aux États africains une compensation une compensation du fait qu'ils ne vont pas exploiter, par exemple, les forêts et d'autres ressources naturelles pour se développer. Donc, le problème qui se pose, c'est que très souvent, ces compensations ne sont pas suffisantes pour leur développement. Le problème également, c'est que ces compensations sont conditionnées, tellement conditionnées qu'à un moment donné, on se demande si ce n'est pas un autre moyen de dominer les États africains. Et j'aimerais donc poser la question de savoir, est-ce que les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, notamment demander aux Africains de ne pas exploiter leur environnement pour se développer aussi comme les autres, et ensuite mettre sur pied des compensations qui sont tellement conditionnées qu'on dirait qu'elles sont inaccessibles, est-ce que c'est encore la justice climatique? Est-ce que ça rentre dans le climatique qui vient d'être développé? Merci beaucoup, professeur. Oui, merci. Alors, on n'a pas complètement entendu l'intervention précédente qui portait sur le droit des espèces, mais je comprends très bien, je pense, ce qui voulait être dit sur le lien, les relations avec notamment les espèces animales qui ont une valeur symbolique particulière et qui ne sont pas forcément qui peuvent avoir une identité et même un statut juridique tout à fait particulier dans certaines cultures. Enfin, ça, j'ai bien compris, mais pour moi, ça ne remet pas en question ce que j'expliquais, c'est-à-dire que la destruction du système climatique est la responsabilité d'une seule espèce impactant la survie de toutes les autres. Pour revenir à la question qui vient d'être évoquée sur la question de la compensation. Alors, il faut être très prudent avec la compensation, ça a un sens très particulier. Juridiquement, dans toutes les négociations internationales, climat, je parle, hein, parce qu'après, ce que vous évoquez, à mon avis, relève du droit international économique. Et avec des systèmes de remise en question de l'endettement des pays africains aussi, c'est un énorme sujet, ça. Que pour le moment, on essaye d'éviter dans les négociations climatiques qui sont déjà hyper compliquées, comme vous pouvez vous en douter. Alors, où on en est aujourd'hui avec l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est un accord où chaque État
donne son objectif, donc ce qu'on appelle son INDC, c'est-à-dire sa contribution nationale. Donc, on est dans un système où ce n'est pas la communauté internationale qui a un objectif global et après on répartit les efforts. Si vous voulez. L'objectif global, on le connaît, c'est de se maintenir à 2 degrés. Bon, on sait qu'ils sont très mal partis là-dessus. L'accord de Paris il dit chaque État, vous donnez votre objectif. Alors évidemment, les pays en développement, ils ne se donnent pas des grands objectifs, bon, parce que ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre et en plus, ce n'est pas eux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Bon. Et donc, c'est la situation des États africains, bien sûr. Ce qu'ils essayent de faire dans les négociations, c'est d'avoir des financements pour effectivement être en position de réaliser ces objectifs. On a le Fonds pour l'environnement mondial pour ça. Alors, de là à avoir des compensations pour ne pas exploiter, c'est pas très bien accepté. C'est pas, voilà. Ce qui se met en place avec l'accord de Paris, c'est en fait une différenciation de responsabilité. Avant, enfin, je résume, sur l'accord sur la Convention 4 climat de 92, on avait d'un côté les pays en développement et de l'autre côté les pays développés. Sauf que dans les pays en développement, vous avez la Chine, par exemple. Bon. Donc là, c'était un peu compliqué pour les pays développés d'accepter que certains pays, comme la Chine, ne participent pas plus aux efforts. Et c'est pour ça que ça a coincé dans les négociations climat. Et on était très loin de la compensation pour les pays en développement. Dans les négociations justice inter-État, on était surtout dans l'idée que on allait aider via le Fonds pour l'environnement mondial, on allait aider les États à s'adapter, parce qu'ils font face mais pas tellement à compenser au sens de ce qu'ils vont plus exploiter. Il y a eu des mécanismes comme REDD+, sur les forêts, où en fait, c'était pas du tout valorisé le fait de pas exploiter et de préserver des forêts qui allaient jouer le rôle de puits de carbone. Ça, on a eu d'énormes difficultés avec ça, puisque ce qui rentrait dans les mécanismes de financement, c'était plutôt des actions de replantation. Et donc, on a eu d'énormes problèmes qui ont été liés à l'évaluation de ce qui pouvait rentrer dans les mécanismes dits de flexibilité du protocole de Kyoto. Alors, tout ça est un peu complexe, mais pour répondre à votre question, pas de mécanisme de compensation parce que vous protégez. Et c'est d'ailleurs un énorme problème, ça, puisqu'on a préféré soutenir et financer des actions qui, au final, étaient des actions d'ailleurs qui avaient un impact limité en termes de puits de carbone et qui, en plus, pouvaient avoir des effets écologiques négatifs. Donc, on a très mal géré ça, mais ça, c'était surtout dans le système des mécanismes de flexibilité de Kyoto. L'accord de Paris, on est reparti sur d'autres bases, mais pas des bases qui valorisent vraiment ces actions plus d'évitement de la destruction de la biodiversité, considérant, mais ça c'est très important de bien avoir ça en tête, sans la protection de la biodiversité, on n'arrivera pas à protéger le système climatique. Et donc, c'est effectivement à ça qu'il faudrait s'attacher dans les négociations et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors, quelqu'un voudrait intervenir ma question est de savoir si la protection dans la terre. Oui, vous vouliez réagir? Non, je voulais juste signaler l'intervenant là, Maître Cabral, voilà. qui vous pose une question. La question est celle de savoir si la protection voulue du droit à la terre des populations locales dans le cadre de l'industrie extractive peut être classée dans le cadre de la justice climatique. Droit à la terre des populations. Bien sûr, alors c'est un sujet fondamental, le droit à la terre. Vous le savez qu'on est dans un processus d'appropriation des terres au niveau international et les États africains sont des cibles d'États que je pourrais qualifier un peu d'États prédateurs, puisque ils ont un manque de ressources foncières et donc, comme ils ont des moyens financiers, ils viennent les capter
dans les pays en développement qui sont moins en situation, entre guillemets, de se défendre, je ne sais pas le dire autrement. Et le droit à la terre des populations, c'est vraiment, on est dans l'activité, j'appelle de base, hein, de vie et de survie des populations. C'est pas appréhendé par la justice climatique de manière directe. Là, on est dans de la justice tout court, je dirais, puisque ce droit à la terre, s'il est bafoué, peut nuire directement aux droits humains. Donc, indirectement, ça va rentrer dans l'injustice climatique, puisque ça va bafouer les droits humains, et qu'une appropriation de la terre à des fins extractives va accélérer le réchauffement et va diminuer la capacité de s'adapter, notamment pour les populations les plus pauvres. Donc, je dirais que oui, ça peut rentrer de manière indirecte, mais d'abord, c'est une question de justice, et c'est pour ça que c'est un point que je voudrais aborder beaucoup demain dans les propositions concrètes, parce que là, on a dressé à grands traits ce que recouvrait la justice climatique, pour ce que ça pouvait recouvrir. Mais pour moi, il y a un énorme sujet sur le droit de l'investissement international. Est-ce qu'on peut continuer à avoir un droit de l'investissement international qui protège uniquement les investisseurs et pas les populations locales et pas l'environnement dans lequel elles vivent ou elles survivent, et des fois dans des conditions très difficiles. Et pour moi, ça fait partie de la justice climatique entre les États. Et donc, ça touche à votre sujet, oui, de manière indirecte, mais le fond du problème, c'est le droit d'investissement international qu'il faut revoir en prenant en considération une priorité pour la protection du système climatique. Et pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est exactement une illustration du fait que la justice climatique, c'est une logique d'élaboration des politiques publiques. Il faut tout changer. Le droit de l'investissement, les finances. C'est une autre façon de prendre des décisions. Et la question que vous évoquez en fait partie. Oui. Bien, je vais revenir, professeur. Alors, vous avez évoqué une notion qui m'a vraiment intéressé, celle de dette écologique. Et alors, ça m'a rappelé l'une des préoccupations des États africains et même des populations africaines qui ont le sentiment que les pays riches leur doivent de l'argent. Alors, de quel argent s'agit-il? Il y a ce financement de, je crois, 1000 milliards annuels pour aider à la lutte contre les changements climatiques sur le continent. Et puis, je crois qu'on est à 15 ans. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire, j'ai pris ma calculatrice pour essayer de faire le montant de cette dette-là. Donc, on serait à, alors si c'est 1000 milliards fois 15 ans, je crois, alors dans une somme colossale que les pays riches et industrialisés doivent aux États africains. Alors, ma question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui bloque le paiement de cette dette? Ah ben, c'est très, j'allais dire, c'est très simple, malheureusement. Déjà, est-ce que chacun de vous connaît le niveau d'endettement de son propre pays? C'est très, très intéressant que vous ayez cette information et de voir à quel point cet endettement est lié aux pays développés. Parce que je me souviens avoir fait ma thèse avec une collègue qui est maintenant à la CEDEAO, et sa thèse, c'était sur l'endettement des pays africains. Elle avait de quoi faire, elle travaillait sur plus de 40 États à ce moment-là. Et donc, avant même de parler de dette écologique, ce serait bien déjà de s'intéresser à la dette financière actuelle, qui a été négociée d'une telle façon que les États africains, sur des décennies, remboursent, et donc ils ont remboursé X fois ce qu'ils avaient emprunté. Enfin, bon, ce serait déjà un premier sujet, à mon avis. Avant même de parler de dette écologique, c'est déjà la façon dont la dette de l'État a pu être négociée à certaines périodes de votre histoire. Bon, la dette financière classique. Alors, maintenant,
Oui, ça me fait penser à la question précédente qui parlait de dommages et intérêts ou d'indemnités. Voilà. Alors, avec l'accord de Paris, il y a un nouveau mécanisme qui a été mis en place qui est basé sur l'article 8, perte et préjudice, article 8 de l'accord de Paris, et qui commence à mettre en place l'idée qu'il faut indemniser certaines catégories d'États, les plus vulnérables, pour les pertes et préjudices, c'est-à-dire pour les dégâts liés à des risques climatiques. Mais alors évidemment, ce mécanisme qui a été introduit dans l'accord de Paris de 2015, il a été gelé, bloqué pendant des années. À la COP de Glasgow, la COP 27, on a commencé à avancer sur ce sujet, sur sa mise en œuvre. Et là, la COP 28, alléluia, formidable, tout ce que vous voulez, Eureka, il y a des États, dont l'Allemagne la première d'ailleurs, qui a dit je mets 10 millions, je crois. Et donc, on a mis des millions d'euros dans ce dispositif de l'article 8, perte et préjudice, mais c'est que certains États, et comme vous le disiez tout à l'heure, Robinson, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport aux dégâts et aux conséquences climatiques pour les États africains. Et pour moi, alors c'est vrai que j'étais très dure sur ce mécanisme. Excusez-moi, on avait fait une conférence à Sciences Po Paris là-dessus, où je disais que pour moi, c'était un écran de fumée par rapport à la responsabilité juridique réelle des pays développés pour les pays en développement en termes de dette écologique. Et je vais on me trouve souvent assez provocante, mais je ne pense pas être provocatrice, pardon, sur cette question, mais je ne pense pas l'être en disant qu'en trouvant ces mécanismes type perte et préjudice qui sont des pis-aller, enfin, pour moi, des écrans de fumée, qui sont ça nous amuse un peu, entre dit, mais oui, les pays développés font quelque chose, mais le fond du problème, c'est que si on rentrait sur des véritables mécanismes de responsabilité juridique, sur la base d'un principe juridique très connu du droit international, qui est qu'un pays ne doit pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre État, ne doit pas porter atteinte à la souveraineté, donc à ce qui se passe sur son territoire. On sait très bien que le système climatique, avec les conséquences que ça a dans les États africains, on est déjà sur un mécanisme de responsabilité juridique. C'est d'ailleurs ce qui a été fait avec l'avis demandé à la Cour internationale de justice en matière de responsabilité des États sur le climat. Bon, si on applique strictement ce mécanisme au sens de responsabilité juridique, à ce moment-là, on reviendrait sur les chiffres que vous êtes en train d'évoquer. Mais dans l'accord négocié de Paris, ce n'est pas du tout ce qui est prévu. Et donc, quand vous dites que les populations africaines ont le sentiment qu'on leur doit de l'argent, je suis assez d'accord avec elles. Oui, mais ce n'est pas ce qui est prévu. Et si j'étais dans un pays africain aux finances, d'abord, je ferais en sorte que la dette financière classique saute en invoquant la dette écologique. Déjà qu'on arrête cette ardoise-là et puis qu'on se penche vraiment sur les responsabilités. Voilà. Et la difficulté, si vous voulez, c'est que quand on commence à parler responsabilité juridique vraiment sur la base du principe de non-atteinte aux autres territoires, principe de droit international un peu plus classique et fondement du droit international de l'environnement, on rentre dans des crispations internationales qui font que de toute façon, plus rien ne bouge, plus rien n'avance. C'est ce qui s'est passé après l'accord de 92. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de solution après Kyoto. C'est parce que tous les États vont camper sur leur position et rien ne se passe. Et c'est pour ça que même si ça paraît juste, et le sentiment des populations africaines me paraît justifié, il faut bien le dire, mais c'est pas que moi, je veux dire, c'est la communauté scientifique. Si on commence à évaluer les dégâts du système climatique sur vos populations, ça va chiffrer. Je ne sais même pas comment on va réussir à chiffrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, mais il y a la pratique des relations internationales. Donc, c'est vraiment la justice négociée avec tout ce que ça peut avoir de lenteur, de consensus. Et donc, il y a ce décalage entre ce que les populations pourraient attendre et ce qui est décidé concrètement au niveau international, quoi. Très bien. Autre réaction? Oui, prof, je voudrais aussi revenir. Allez-y, prof. D'accord, je voudrais intervenir par rapport à une préoccupation que la prof a soulevée tout à l'heure en ce qui concerne le national d'adaptation au changement climatique, notamment au Cameroun. Au Cameroun, il y a un plan national d'adaptation au changement climatique adopté en juin 2015. Ce plan, il a été adopté en partenariat avec quelques organismes internationaux et notamment le PNUD, le GIZ, le Global Water Partnership. Ouais. Et Ouais. donc, oui, et donc également, comme la prof demandait tout à l'heure, il est bien prévu une prise en compte de certaines vulnérabilités parce Bien. que le plan prévoit la vulnérabilité par zone, par nature de zone. Il y a les zones côtières, il y a les hauts plateaux, etc. On a vraiment pris en compte les différents reliefs des zones un peu beaucoup plus fragiles que les autres. Cela a été pris en compte. Mais également, il y a aussi des vulnérabilités par secteur. Par secteur. Et quand je parle de secteur, on a aussi pris en compte certaines populations parce qu'il y a des zones où vivent les pygmées, par exemple dans la forêt. Ces vulnérabilités ont été prises en compte. Bon, mais ce que je voudrais souligner, c'est que au Cameroun, on a la particularité quand même de prendre en considération toutes les exigences internationales, toutes les évolutions sur des matières telles que les droits de l'homme, l'environnement, etc. Mais là où le bas blesse, c'est l'application. C'est l'application. Je vais dire avant même ce plan national qui n'a pas de valeur et le gouvernement pourra le mettre en œuvre selon les moyens. Avant ce plan, il y a aussi systématiquement, depuis des années, un plan d'adaptation et de riposte aux catastrophes. Avant qu'on ne commence même à parler de plan d'adaptation au changement climatique, et il y avait dans ce plan de riposte aux catastrophes. Et l'actualité récente au Cameroun montre que bien évidemment, les mesures sont prévues, mais au moment de leur application, rien n'est fait. Au Cameroun, ces derniers moments, on a assisté à des inondations dans la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire au nord du Cameroun. Il y a eu beaucoup de morts. Et il s'est trouvé donc que dans le budget de l'État, les autorités locales, c'est-à-dire les préfets, doivent être dotés d'un budget spécial pour intervenir, en tout cas pour prévenir d'abord les catastrophes et ensuite pour intervenir rapidement pour riposter lorsqu'il y a, par exemple, des inondations. Or, il s'est trouvé que la catastrophe, les inondations ont été graves et ont causé beaucoup de morts parce que les ouvrages qui devaient contenir de l'eau n'ont pas été entretenus pendant des années. Or, dans le budget, il est prévu des lignes pour entretenir ces ouvrages-là. Seulement, il se trouve que ces lignes-là ne sont pas dotées de crédit depuis des années, ou bien lorsqu'elles sont dotées de crédit, ces crédits-là sont détournés vers d'autres missions. Donc, lorsque nous observons ça de manière globale, nous pensons que même s'il y a un plan national, le fait que les États tels que le Cameroun soient encore à une phase de
basique de leur développement fait en sorte que sans la contrainte des financements internationaux, des banques qui apportent des financements au niveau international, si l'on attend que ce soit des États eux-mêmes qui prennent l'initiative de mettre en application tout ce qui est prévu dans le plan national d'adaptation, c'est qu'on se fourvoie complètement. Parce que nous avons des problèmes plus urgents, plus impactants pour la population que, par exemple, de prendre en compte les animaux qui peut-être ne sont pas bien logés dans la forêt ou bien autre chose. On n'a pas de routes, on n'a pas des écoles, etc. Donc, la priorité actuellement dans les politiques, ce n'est pas cela. Donc, pour la forme, nous avons des plans, mais des plans qui ne sont pas mis en œuvre pour l'instant. Donc, voilà ce que je voulais dire en prenant l'exemple du Cameroun. Et je voudrais aussi bien préciser que ces plans contiennent toutes les exigences, tous les standards que l'on attend d'un plan national au niveau international. Donc, vous pouvez le télécharger. C'est un plan de 2015. Il est disponible en ligne. Merci, prof. Merci. Alors, j'avais une... je comprends très bien, mais il n'y a pas qu'au Cameroun où on a des problèmes de financement de plans d'adaptation. C'est aussi un sujet, y compris dans certains pays développés, même si c'est à une autre échelle. Mais ce qui m'a interpellée, vous dites qu'il y a d'autres priorités, mais quand même, les inondations dont vous parlez, là où on a parlé de catastrophe, c'est quand même des vies humaines. Donc, c'est quand même un enjeu de sécurité. Et donc, dans les priorités financées, si je puis dire, c'est quoi au Cameroun, ce qui est considéré comme prioritaire? Les routes, Les routes, ah oui. Ah oui. Et les écoles peut-être, ou les l'enseignement, écoles, oui, oui, les hôpitaux. le Oui, soin, la santé. évidemment, Ouais. oui, évidemment, on sait très bien que la vie humaine, elle est précieuse, mais les priorités pour les pouvoirs publics, là, je parle des priorités des pouvoirs publics et non pas des priorités de manière générale, c'est-à-dire Oui, ce bien qui est sûr. vraiment nécessaire pour la population. C'est-à-dire là où les pouvoirs publics orientent les moyens, ils ont d'autres préoccupations et on a l'impression que ce qui compte, c'est peut-être certaines infrastructures, ce qui compte parfois, c'est certains, mais vraiment la protection de l'environnement. Oui, en fait, ce que j'entends dans votre réponse, c'est la temporalité. C'est-à-dire, il y avait vraiment une question d'urgence, quoi. Il faut faire face Tout à à des fait, urgences. Et tout là, à c'est fait. des risques de catastrophe. Donc là, on n'est pas dans la catastrophe. Donc, je comprends effectivement. Mais c'est vrai que la question climatique, on va rentrer dans l'ère des catastrophes avec des risques de submersion, des risques d'inondation de plus en plus importants, des incendies. L'Afrique a été ravagée par les incendies, c'était terrible avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que le désordre climatique, on va, je suis bien d'accord, sur la question de gestion des catastrophes et la question des moyens. Ouais, on peut avoir des plans sur le papier, mais si on n'a pas pour les financer, financer les actions derrière, il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. C'est peut-être ça aussi qui pourrait conditionner les financements internationaux qu'on va petit à petit quand même mettre en place. Et ce qui m'inquiète, c'est le délai par rapport aux urgences dans lesquelles les populations sont, ça c'est sûr. Voilà. Alors, dernière question pour moi, professeur, c'est la transformation des économies africaines. Alors, quand j'ai lu la déclaration de l'Union africaine sur les changements climatiques, et puis je crois que j'ai vu dans ce document-là, j'ai vu des éléments qui sont relatifs à la transformation des économies africaines pour tenir compte des changements climatiques. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est de savoir si est-ce que la justice climatique, en ce qui concerne l'Afrique, implique la transformation des économies et de toute la société, des sociétés africaines.
C'est le volet que j'appelle le volet le projet de justice climatique. Chaque État doit mettre en place son propre projet de justice climatique parce qu'on ne peut pas attendre tout de la communauté internationale, vous avez bien compris. Et donc, évidemment, chaque État a les moyens, a des moyens qui ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que quand j'ai travaillé en France, je trouvais que c'était quand même assez confortable après avoir travaillé pendant des années dans d'autres pays, et notamment surtout dans des pays en développement. Soudain, je me retrouvais dans un pays développé qui avait plein de moyens en termes de politique sociale, de politique économique. Alors, la transformation de l'économie, alors pour les États, mais aussi pour la sous-région et globalement pour le continent, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Enfin, c'est comme nous, on n'a pas le choix. Nous, on est en train de transformer notre agriculture, nos secteurs d'activité, on est en train de revoir complètement notre politique énergétique, la façon dont on consomme l'énergie. Donc, de toute façon, la justice climatique, elle passe par la transformation de l'économie et on n'a pas le choix. Ce qu'il y a, c'est est-ce qu'on décide d'anticiper ça et de préparer nos populations et donc nos secteurs d'activité à ces transformations, ou est-ce qu'on ne le fait pas? Et si on ne le fait pas, eh bien, ceux qui ont le moins de capacité d'adaptation, les plus précaires, ils resteront de côté et ils paieront les conséquences du changement climatique de manière beaucoup plus dramatique que les autres. C'est ça que moi, j'expliquais en 2016 à l'époque, c'était bien avant les gilets jaunes et les mouvements sociaux sur le prix du carburant et tout ça. Je dis, si on ne met pas en place des politiques sociales qui tiennent compte des conséquences climatiques, y compris dans les secteurs d'activité, on va faire exploser les inégalités. Et les inégalités sociales qu'on a en ce moment, ce n'est rien à côté de ce qu'on va avoir si on ne fait pas une transformation anticipée, préparée au changement de métier, préparée au changement de secteur d'activité. Sinon, ça va être extrêmement violent pour les personnes qui auront le moins la capacité de s'adapter. Et donc, oui, ça passe évidemment par la transformation de l'économie dans tous les secteurs d'activité. Alors, nous, on avait travaillé bien sûr, on avait travaillé avec les syndicats, on avait travaillé avec le MEDEF, avec les syndicats de patrons, on avait travaillé avec les syndicats ouvriers, avec les agriculteurs, pour réfléchir à d'autres activités économiques. Et c'est ce que chaque État responsable doit faire. Et il doit préparer sa population à ça. Plus produire les mêmes légumes ou les mêmes céréales dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits. Mais il ne faut pas que ça tombe comme ça brutalement. Vous imaginez que dans 10 ans, vous serez peut-être à un réchauffement c'est même peut-être, mais c'est même quasiment sûr, ou 20 ans, on est sur une accélération du réchauffement. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et plus on anticipe, plus on va préparer les populations à ces transformations économiques. Et bon, évidemment, alors ça revient à l'intervention précédente qui disait mais on a des priorités. En fait, vous avez des urgences. Et c'est ce que moi j'expliquais en France. Je disais mais plus on sera en anticipation, plus on va protéger la cohésion sociale et la façon de s'adapter. Et le problème, c'est que dans les États africains, si j'ai bien compris, on est déjà tellement dans les urgences qu'on n'a plus de marge d'adaptation et pour transformer l'économie, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Et là, par une prise de conscience et au niveau politique national, en sollicitant l'aide internationale, tout en sachant ça peut être utile, mais ça ne fera pas tout. C'est chaque État qui doit préparer sa population et donc les différents secteurs d'activité à évoluer. Changer les pratiques agricoles, changer les objectifs d'exportation ou d'importation, préparer à d'autres filières de métiers. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, c'est toute l'économie africaine qu'il faut transformer, comme nous, on doit le faire aussi. Changer les choix énergétiques, changer l'aménagement du territoire, modifier les axes de transport.
Là, on travaille sur la réduction du transport maritime, sur la décarbonation du transport maritime. Tout ça, c'est de l'impact sur le secteur, sur l'économie, et notamment l'économie africaine, bien sûr. Et avec vos explications, on est très pessimiste. Bah, c'est-à-dire, ce qui m'inquiète le plus, comme je vis ça, moi, en France, où il y a des levées d'actions, comme je le martèle en France, je dis, mais quand même, on est deuxième puissance maritime, on est dans l'Union européenne, on a des systèmes de décision coercitifs à l'Union européenne. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin, quand même, c'est là. Les États africains n'ont pas ça. Et donc, c'est pour ça que, à mon niveau en tout cas, je considère que les efforts qui doivent être menés le plus fortement reposent sur les pays développés parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils doivent le faire pour eux, pour leur population, bien sûr, mais aussi plus généralement dans un effort de solidarité internationale. Pour les pays africains, moi, je crois beaucoup, alors je suis quand même optimiste, à la capacité qu'on appelle de résilience des populations qui ont peut-être l'habitude d'affronter des situations très, très difficiles et qui, de fait, peut-être le bon côté des populations africaines, c'est quand elles ont, je ne sais pas si on peut dire, elles savent ce que c'est que de tout perdre, ou en tout cas d'être dans des mécanismes de survie, et donc peut-être elles sont plus attentives à ce qui va leur permettre de s'en sortir, et peut-être si on a des plans d'adaptation avec un pouvoir politique qui donne bien les bonnes orientations, ils seront capables de s'adapter et de changer beaucoup plus vite que ce qu'on est en capacité de faire dans les pays développés. C'est la note optimiste que j'ai envie de donner cet après-midi. Alors, il y a une question dans le chat, prof. Ah oui, j'avais Jean d'Amour. J'avais une question. Je voudrais savoir si les guerres et le terrorisme sont pris en compte dans le concept de justice climatique. Alors oui, il y a un gros sujet que moi j'avais abordé dans la justice entre les États, et j'avais fait des recommandations parce que je disais que la France devait développer son propre projet de justice climatique dans ses territoires, ses politiques publiques de santé, d'énergie, etc. Mais j'avais aussi fait des recommandations pour ce que la France devait porter à l'international, et notamment il y a un énorme sujet sur sécurité climatique. D'ailleurs, on vient de sortir un ouvrage sur ce sujet. Bon, le terrorisme, c'est particulier parce que c'est lié aussi à des replis identitaires dans un contexte de mondialisation. Mais les guerres, elles, il y a une diversité de guerres et nous sommes dans des conflits de haute intensité, y compris en Europe maintenant, comme vous le savez. Bien sûr, il est démontré maintenant que le système climatique exacerbant les conflits, puisque les conflits sur les ressources naturelles, et notamment sur l'eau, deviennent très violents. On a le système climatique comme facteur de guerre, et donc je prône, moi, enfin en tout cas, un droit de la sécurité internationale réorienté sur la prévention des conflits, augmenté par le dérèglement climatique. Alors, il y a plein de choses qui sont faites. Je vais vous montrer l'ouvrage. Donc, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. C'est un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Droit et sécurité climatique, et donc qui sous la responsabilité de Madame Sabrina Kwende. Et oui, il y a un volet, bien sûr, tout à fait, sécurité, climat, et les forces armées sont très, très conscientes du problème. Nous, on travaille avec les forces armées sur des enjeux d'adaptation. Il faut revoir la façon de penser la sécurité par rapport aux enjeux climatiques. C'est un gros volet, pour moi, du droit international du climat en lien avec le droit de la sécurité, oui. Alors, un dernier commentaire. Je n'en finis pas avec les derniers commentaires, professeur. Mais c'est
Alors, nous avons eu beaucoup de discussions dans nos classes sur le développement durable en Afrique et on est tombé, les participants sont presque tombés d'accord, vraiment à l'unanimité, que le problème au niveau de l'Afrique, là, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent. Et en vous écoutant aussi, c'est également le sentiment que j'ai. Et c'est aussi le point de vue, c'est aussi le point de vue des chefs d'État africains. Parce que lorsqu'ils vont s'adresser à la communauté internationale ou dans les négociations internationales, ben, ils vont demander de l'argent. Alors, on voit bien qu'il y a des plans de lutte, des plans nationaux de lutte contre les changements climatiques en Afrique, mais il n'y a pas d'argent. Les caisses sont vides. Oui, alors le financement, alors le financement de la transformation économique pour faire de la réduction de gaz à effet de serre, c'est déjà un vrai sujet. Je parle pour les pays développés. Et le financement de l'adaptation, c'est encore un gros sujet. Alors, moi, je suis assez, je comprends très bien, et les pays en développement, et donc les pays africains notamment, ont raison de faire appel au financement international. Moi, l'expérience me montre, excusez-moi, je viens du droit international économique, donc j'ai été formée à la base en droit international économique, et j'ai très rapidement compris qu'on ne pouvait pas envisager la protection de l'environnement sans comprendre les mécanismes économiques internationaux. Moi, je suis toujours assez prudente sur le fait qu'on finance les pays africains, les pays développés financent les pays africains, parce que en général, il y a toujours des conditions derrière ces financements, et donc en plus, il n'y a rien qui les oblige vraiment. Donc je pense que les États africains, bien sûr, les caisses sont vides, bien sûr, il faut des moyens, mais c'est aussi la culture du risque qu'ils doivent mettre en place, et ça, il n'y a personne qui peut le faire à leur place. Les financements, c'est une chose, mais aussi le discours politique, l'exemplarité, la lutte contre la corruption. Il y a plein de choses qui peuvent déjà être faites en interne sans qu'on ait recours au financement international, qui sera forcément conditionné, qui n'arrivera pas forcément comme il faut ou autant qu'il faut. Et donc, en demander, c'est logique et c'est presque normal vu les conséquences du changement climatique dans les États africains. C'est une forme de réparation, même si les États développés ne veulent pas l'accepter comme ça, mais voilà. Mais par contre, je ne tablerai pas tout là-dessus. Les États africains doivent en interne, et je sais que c'est compliqué, bon, je pense au Burkina, je pense à plein de pays en ce moment, mais s'il y avait déjà un état de droit un peu stable pour que des politiques publiques puissent se développer, et notamment en matière d'adaptation au changement climatique, ça irait. C'est déjà une solidité de l'état de droit qui permettrait d'engager des actions en termes d'adaptation au changement climatique et de transformation de l'économie, parce que c'est de ça, effectivement, dont il faut s'agir. Oui, vous avez raison, c'est une question de financement, et surtout ne pas tout attendre de l'extérieur, parce que c'est souvent à double tranchant, c'est ce que nous montre l'expérience. Bon. J'aimerais savoir Alors, si les choses peuvent être oui, utilisées. Je lis, excusez-moi, la question de Babou Karkané. J'aimerais bien savoir si les changements climatiques peuvent être utilisés pour obliger les compagnies extractives, très bonne question, à renégocier les contrats stratégiques. Oui, bien sûr. Mais pour ça, faut changer le droit d'investissement international qui les protège à fond. Bien sûr. Mais il faut absolument changer ce droit de l'investissement international.
Et puis, il faut que les États soient beaucoup plus protecteurs de leurs ressources. Et c'est vrai que plus, mais c'est ce qu'a dit un peu le collègue avant, quand il parlait des urgences et des priorités. Quand vous serez dans des politiques d'urgence, ah ben oui, ça, je vais permettre d'extraire, donc je vais avoir une ressource immédiate, et moins vous serez en capacité de vous adapter aux conséquences climatiques. Oui, oui, ben, c'est une question très importante que vous posez là, les compagnies extractives à renégocier les contrats stratégiques. Oui, oui, bien sûr, c'est un argument qui peut être utilisé et plus largement, pour avancer, faudrait que l'Union européenne peut aider. Il faut se mettre en convergence dans les négociations sur le droit de l'investissement international pour faire en sorte que les conditions de la décarbonation et du respect des populations locales de leur environnement soient prioritaires dans tous les investissements. Ça, oui, oui, on peut avancer là-dessus, mais il faudrait avancer de façon concertée, les États africains, l'Union européenne, si elle est... Bon, parce que l'Union européenne ne va pas forcément très bien en ce moment, enfin, politiquement, vous savez que c'est compliqué, mais il faut trouver des convergences au niveau international pour faire avancer cette question. Mais oui, oui, la réponse est oui, bien sûr. Oui. Je ne vois plus de questions. Monsieur Tchapmeni, je ne sais pas si... Mais je crois qu'on a épuisé. Bon, de toute façon, on se revoit demain, hein. Oui. Et là, on va rentrer vraiment dans le droit sur les accords et les engagements. Mais c'est intéressant parce que je vois ce qui vous intéresse aussi sous l'angle financement, l'angle économique. Donc, je vais aussi prendre ces orientations pour demain. Très bien. Bon, Alors, la classe, on se retrouve demain, 10h, heure de Paris. 10h de Paris. Oui. Bonne journée à tous, à demain. Merci. Merci, prof. Au revoir. Au revoir.